Lorsqu'on vit en France ou même dans la plupart des pays latins, on a le choix d'organiser patrimonialement son mariage, c'est-à-dire choisir le régime matrimonial qui nous plaît le plus et mettre en place des dispositifs qui permettent de mieux se protéger ainsi que son conjoint. On va voir dans cette vidéo comment optimiser la protection pour son conjoint et la transmission. Tout régime matrimonial comporte au moins deux masses. Une masse comporte tout type de droit sur tout type de bien. Ça peut être la pleine propriété sur un bien immobilier, une créance pour un préjudice, l'usufruit d'un portefeuille boursier. Ça peut être pas mal de choses. En France, le régime par défaut est la communauté réduite aux acquêts. Si on part sur ce régime en premier, lorsqu'on est marié sous la communauté, on aura deux masses. On aura la masse commune, donc la masse des deux époux, et on aura la masse propre, qui va appartenir à chacun des deux époux. En masse communautaire, on ne parle pas de masse personnelle, on parle surtout de masse propre. Quand on parle de masse personnelle, c'est plus pour les régimes séparatistes, pour le régime de la séparation des biens. À ce moment-là, vu qu'on sépare tous les biens, là on peut parler de masse personnelle. Pour les régimes séparatistes, on aura seulement deux masses personnelles. Une masse personnelle par époux. Alors que pour les régimes communautaires, on aura trois masses. Une masse commune, deux masses propres. Et dans ce cas-là, lorsqu'on est marié sous le régime des séparations des biens, imaginons qu'on souhaite acheter un appartement ensemble, on va se dire mais comment ça va se passer vu que on a deux masses personnelles? Le bien va rentrer dans quelle masse? Et ben, il va être divisé. On aura des parts, les mêmes droits et les mêmes devoirs, on sera en indivision. Et on aura un nombre de parts sur chaque masse personnelle pour les régimes séparatistes. Il existe aussi quelques cas un peu plus particuliers, donc les flux entre les masses communes et les masses propres par rapport aux récompenses et même aux créances. Je vais en faire une vidéo dédiée. Par rapport aux masses propres et aux masses communes, il est important de dissocier le titre de la finance. Si par exemple, madame, elle achète une belle voiture, sa carte grise qui sera à son nom, ça va rentrer dans sa masse propre. Imaginons qu'elle est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Son mari, lui, il est associé dans un bureau notarial, c'est un notaire. Madame aura sa belle voiture, monsieur aura son office notarial. Les deux sont dans des masses propres. Par contre, si ces masses propres, en tout cas le contenu de ces masses propres ont été financés principalement par un compte joint, imaginons, qui provient d'une masse commune, alors on pourra dire que ces biens relèvent de la masse commune. Pourquoi lorsqu'on regarde les statistiques et même si vous regardez toutes les personnes autour de vous, aucune d'entre elles ou pratiquement zéro font un contrat de mariage? Le régime de la communauté réduite aux acquêts, elle est choisie pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a aucune démarche. Donc elle est facile de mettre en place, il n'y a rien à faire. Et la deuxième raison, c'est pour permettre le partage des acquêts, permettre le partage de la richesse qui a été créée pendant le mariage. Le régime de la communauté réduite aux acquêts, il a été créé et mis en place parce que historiquement et même socialement, les femmes ne travaillaient pas et donc l'homme apportait la ressource dans le foyer et la femme contribuait à l'enrichissement du couple, pas financièrement mais avec d'autres moyens, était lésée dans cette situation. Cette forme de mariage est venue pour permettre au couple vraiment une union solide. La plupart des couples modernes aujourd'hui travaillent ensemble. Donc est-ce que c'est un régime qui est encore adapté? Le régime de la communauté réduite aux acquêts, même s'il est très apprécié, il présente deux grosses limites et c'est les raisons pour lesquelles, si vous voulez le garder parce que vous avez un partage des acquêts, je vous conseille fortement de prendre en compte ces deux raisons et il y a quand même des choses à faire pour contrer ces deux raisons sans forcément passer par le régime de la séparation des biens. La première raison, c'est pour les personnes qui ont des sociétés ou des entreprises principalement, c'est par rapport aux créanciers. Les créanciers peuvent poursuivre votre masse commune pour se rémunérer. Et donc dans ce cas-là, la masse commune, c'est aussi le patrimoine de votre époux ou de votre épouse. Donc lorsque vous vous mariez avec le régime de la communauté, il est important de mettre en place deux clauses dans votre contrat. Si jamais vous voulez pas être en séparation de biens, vous voulez tout partager avec votre épouse ou votre époux parce que vous êtes très généreux et en plus c'est votre devoir. Et vous pouvez quand même exercer votre activité et faire en sorte que les créanciers ne saisissent pas votre masse commune. Il s'agit juste de mettre des clauses et je vais en parler. Et la deuxième limite, c'est que les deux époux doivent co-gérer ensemble leur patrimoine commun. Et ça peut être une problématique pour certains. Pour ça, lorsque vous choisissez une communauté réduite aux acquêts, le but sera de choisir une communauté sur mesure avec des clauses, donc des règles d'administration et même des règles de liquidation. Les règles d'administration, ça peut concerner l'époux qui a une entreprise ou une société, qui a une très bonne vision, qui veut gérer les choses seul, ça a toujours fonctionné pour lui et il ne veut pas avoir forcément l'accord de son épouse pour gérer son entreprise. Il peut mettre en place des règles d'administration pour qu'il puisse continuer à gérer tout seul. Et les règles de liquidation qui concernent principalement la répartition des biens en cas de décès ou en cas de divorce. Le but étant d'optimiser la transmission au maximum. Et une clause aussi
principalement pour éviter que les créanciers puissent saisir notre patrimoine, c'est de mettre en place une clause d'exclusion pour l'actif commun de certaines dettes, ce qui permettra de nous protéger un peu plus. Mais on va pas se mentir, le régime séparatiste est un régime idéal pour tout ce qui va concerner les créanciers externes et même la protection de l'autre dans certaines conditions. C'est pour ça qu'on conseille et qu'on recommande souvent aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise, quand ils se marient, d'adopter le régime de la séparation des biens. Parce que ça évite de mettre en place des clauses. Ça reste quand même moins protecteur que la séparation des biens. Le régime séparatiste, il est adopté par qui? Il est adopté par tous les entrepreneurs, les créateurs de sociétés, les créateurs d'entreprises, pour les personnalités indépendantes et influentes, et aussi parce que j'ai vu toute ma famille le faire, il faut que je le fasse moi aussi. Vous aurez bien compris que c'est pas vraiment un argument. La vidéo est terminée. Si vous avez des questions par rapport au mariage et au choix du régime matrimonial, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires. S'il y a des choses que je n'ai pas dites, je vous invite également à les mentionner dans les commentaires. Et puis si jamais vous avez des questions, vous voulez même prendre un rendez-vous avec moi, mon lien Calendly est dans la description.